La salle d'audience était empreinte d'un silence de cathédrale, mais un rire y résonnait, assourdissant. Une atmosphère pesante s'était installée dans la salle 3B du tribunal judiciaire de Blois, un air vicié par des effluves de café rassis et de produits d'entretien à bas prix. C'était le parfum du malheur, le présage d'une fin inéluctable. Pourtant, dans ce calme mortifère, un son se distinguait, plus blessant que n'importe quel hurlement, les ricanements contenus de deux individus. Deux inspecteurs de police décorés, Nicolas Mercier et Olivier Vidal, se gaussaient sans retenue de l'homme noir à la barre, Stéphane Dubois. Leur sourire narquois et leur gloussement discret se déployaient sous le regard indifférent du juge, qui les laissait faire. Ils l'avaient piégé. Ils avaient fabriqué les preuves de toutes pièces. Et à présent, ils se délectaient de la représentation. L'existence de Stéphane touchait à sa fin, et pour eux, ce n'était qu'une vaste plaisanterie. Ils n'attendaient plus que le verdict de culpabilité. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, en revanche, c'était l'ouverture fracassante des lourdes portes en chaîne du tribunal, laissant apparaître une femme qui n'était pas son avocate, flanquée de deux hommes absents de la liste des témoins. L'air de la salle d'audience 3B était dense, âcre. Pour Stéphane Dubois, c'était l'odeur de sa propre agonie. Assis à la table de la défense, il serrait si fort ses grandes mains calleuses des mains qui avaient passé 2 décennies à remettre à neuf des moteurs dans son petit garage automobile que ses phalanges en étaient devenues blêmes. Son unique costume lui faisait l'effet d'un costume de carnaval, trop étroit aux épaules, trop ample à la taille. À ses côtés, son avocat commis d'office, maître Jean Bernard, manipulait des documents avec l'abattement d'un homme qui a déjà accepté la défaite. En face, le procureur, David Lefebvre, paradait tel un prédateur en costume impeccable, exudant une certitude de victoire écrasante et légitime. Mais le regard de Stéphane ne s'attardait ni sur le procureur, ni sur les jurés visiblement lassés, ni même sur le juge Pierre Moreau, dont l'air impérieux semblait trahir une vive céphalée. Les yeux de Stéphane étaient rivés sur le 3e rang du public. C'est là que se trouvaient l'inspecteur Nicolas Mercier et l'inspecteur Olivier Vidal. Mercier était l'archétype de l'autorité arrogante, sa moustache rêche, son costume de piètre qualité et ses souliers excessivement lustrés clamaient sa condition de policier véreux. Il se penchait vers son acolyte, Vidal, un homme plus massif et taciturne, qui semblait n'être que l'ombre de son partenaire. Ce sont eux qui l'avaient appréhendé. Ce sont eux qui, d'après leur procès-verbal, avaient découvert 50 000 € en coupures marquées issues d'une opération anti-drogue, dissimulée sous le siège conducteur de sa Renault 4 litres de 1989. Stéphane n'avait jamais vu cet argent. Il rentrait de son garage, sur la route de Chinon, l'esprit occupé par les frais d'études de sa fille, lorsque les gyrophares avaient inondé son rétroviseur. Un simple contrôle pour un feu arrière prétendument défectueux avait viré au cauchemar. Monsieur Dubois, lança David Lefebvre, la voix empreinte d'une condescendance palpable. Veuillez rappeler à la cour les événements de la nuit du 12 août. Stéphane déglutit avec peine, la gorge nouée. Je rentrais chez moi. Ils m'ont fait signe de m'arrêter. L'inspecteur Mercier a prétendu que mon feu arrière ne fonctionnait pas. Je lui ai répondu que je l'avais vérifié le matin même. Il m'a ordonné de descendre de la voiture. Et ensuite, monsieur Dubois? Il m'a demandé de me tenir près de leur véhicule. Avec l'inspecteur Vidal, ils ont fouillé ma voiture. Je ne leur avais pas donné mon consentement. Ils l'ont fait, c'est tout. Objection. Lefebvre laissa échapper un soupir d'exaspération. Les agents disposaient d'un motif plausible, compte tenu de l'attitude fuyante de l'accusé. Retenu, marmonna le juge Moreau, sans daigner lever le nez de ses notes. Maître Bernard, son avocat, n'esquissa pas la moindre protestation. Il se borna à prendre quelques notes sur son calepin. Une vague de panique submergea Stéphane. Mais je n'étais pas fuyant. J'ai simplement demandé pourquoi. Monsieur Dubois, répondez aux questions, rien de plus, trancha Moreau. Le regard de Stéphane se posa à nouveau sur Mercier et Vidal. Mercier le fixa. Un sourire lent et calculé étira ses lèvres. Il glissa quelques mots à l'oreille de Vidal, qui masqua son propre rictus d'une main lourde. Il se riait de lui. Puis, poursuivit Lefebvre en faisant les 100 pas devant le jury, l'inspecteur Mercier a découvert le paquet. 50 000 €, est-ce exact? En billets marqués. Des billets provenant d'une transaction surveillée qui s'était déroulée à peine 2 heures auparavant. Une transaction au cours de laquelle le suspect avait pris la fuite. Je ne sais rien à propos de cet argent, martela Stéphane, la voix étranglée par l'émotion.
Son désespoir, il le sentait, sonnait comme un aveu de culpabilité. J'ai une entreprise. Je paie mes impôts. Je n'ai jamais. Jamais quoi, monsieur Dubois? Jamais été pris. Objection, articula faiblement maître Bernard. Trop tard. Retenu. N'en tenez pas compte, grommela Moreau. Mais le jury en avait tenu compte. Ils avaient tout entendu. Les yeux de Stéphane se tournèrent une fois de plus vers les inspecteurs. Mercier ne chuchotait plus. Il laissait échapper un petit rire sourd. Un son horrible, empreint d'un pouvoir absolu et d'un mépris infini. Le son d'un homme qui se sait au-dessus des lois. La contenance de Stéphane vola en éclats. Il les désigna d'un doigt tremblant. Il rit de moi. Votre honneur, ils sont en train de rire. Le juge Moreau leva enfin la tête, le regard assassin. Monsieur Dubois, un peu de tenue. Les agents assistent au débat, c'est leur droit. Un écart de plus et je vous fais bâillonner. Le sourire de Mercier s'accentua. Il secoua la tête avec une pitié feinte. Pauvre con, mimata-t-il sans un son. Le cœur de Stéphane se serra. La justice ne lui faisait pas seulement défaut, elle le bafouait sur le chemin de sa propre destruction. Le procureur le présentait comme le logisticien d'un cartel, utilisant son garage en perte de vitesse comme façade. Tout était faux, absolument tout. Mais ces mensonges étaient structurés, officiels, et cautionnés par deux policiers au sourire narquois. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur, conclut Lefebvre en regagnant sa place, visiblement satisfait. Maître Bernard, votre contre-interrogatoire, s'enquit le juge. Bernard se leva, rajusta ses lunettes et posa son regard sur son client. Les yeux de Stéphane l'imploraient, faites quelque chose. Défendez-moi. Bernard s'éclaircit la voix. Monsieur Dubois. Vous êtes un homme de bien, n'est-ce pas? Objection, tonna Lefebvre. Pertinence? Votre confrère fait le procès de la morale. Retenu. Maître Bernard, allez droit au but ou rasseyez-vous. Les épaules de Bernard s'affaissèrent. Non, pas d'autres questions, votre honneur. Le procès était une mascarade, une mise à mort lente et douloureuse. Et depuis le troisième rang, le rire, bien que discret, semblait emplir l'univers. Le jour suivant fut consacré au témoin clé de l'accusation, l'inspecteur Nicolas Mercier. Il s'avança à la barre comme un acteur entrant en scène. Il portait le même costume de mauvaise facture, mais y avait ajouté une épingle de cravate arborant l'insigne de son syndicat. Il prêta serment la main sur le cœur, en fixant les jurés droit dans les yeux. Inspecteur Mercier, entama David Lefebvre. Vous servez au sein de la police nationale de Blois depuis 19 ans, dont 10 ans à la brigade des stupéfiants. Durant cette période, avez-vous été décoré? Objection. Non pertinent, balbutia maître Bernard. Rejeté. Le jury est en droit de connaître le parcours du témoin. Mercier bomba le torse. 17 fois, monsieur. Dont 2 médailles pour acte de bravoure. Il était le héros, Stéphane le trafiquant. Le scénario était écrit d'avance. Je vous en prie, reprit Lefebvre, relatez au jury le déroulement de l'arrestation de l'accusé, monsieur Dubois. La voix de Mercier était un instrument de persuasion. Grave, assuré, et parsemé de la juste dose d'argot policier. Il évoqua un informateur anonyme qui leur avait signalé une camionnette, celle d'un mécanicien qui transportait des fonds pour le cartel des Varros. Nous avons repéré le véhicule, une vieille Renault 4 litres de 89, affirma Mercier, en désignant Stéphane Dumenton comme un objet sans valeur. Un feu arrière était défectueux, ce qui nous a fourni un prétexte pour le contrôle. Il en fallait un. Ce type est un gros bonnet. Méfiant. Stéphane avait envie de hurler. Mon feu arrière fonctionnait. Il n'y a jamais eu d'informateur. Nous l'avons intercepté sur la route de Chinon. L'accusé était nerveux, il transpirait. Ses mains tremblaient. Je tremblais parce que votre main était posée sur la crosse de votre pistolet avant même que vous n'arriviez à ma hauteur, songea Stéphane, ses ongles s'enfonçant dans la paume de ses mains. Mon collègue, l'inspecteur Vidal, gardait un œil sur l'accusé pendant que je contournais le véhicule côté passager, poursuivit Mercier. J'ai balayé l'habitacle avec ma lampe de poche. Et c'est là que je l'ai aperçu. Le coin d'un paquet sous plastique, bien caché sous le siège conducteur. C'était un classique. Ces gens-là se croient plus malins que tout le monde.
C'était là le mensonge capital. L'argent n'était pas bien caché. Les clichés pris lors de l'arrestation montraient le paquet dépassant ostensiblement de la grille de ventilation. Il avait été placé là, et avec une telle désinvolture que seul quelqu'un certain de son impunité pouvait se le permettre. À cet instant, pour notre sécurité et pour préserver les preuves, nous avons sommé l'accusé de sortir du véhicule. Lefebvre l'amena à conclure, la découverte, les billets marqués dont les numéros de série correspondaient, le silence stupéfait de Stéphane, interprété par Mercier comme le sang-froid d'un criminel pris au piège. C'était une performance magistrale. C'était effroyable. C'était une pure invention. Lorsque vint le tour de Maître Bernard, une chape de plomb sembla s'abattre sur la salle. « Inspecteur », commença l'avocat en consultant ses notes. 7. Informateur, vous ne pouvez en révéler l'identité, n'est-ce pas? Mercier esquissa un sourire. Évidemment non, maître. Ce serait compromettre une enquête en cours et mettre une vie en péril. C'est une information protégée. Nous devons donc nous contenter de votre parole, et croire à l'existence de cet informateur. Les faits parlent d'eux-mêmes, maître, répliqua Mercier, le ton plus sec. Nous avons reçu une information. Nous l'avons exploitée. Nous avons trouvé l'argent. Point final. Mais la traçabilité de cet argent, tenta Bernard, retrouvant un semblant de combativité. Il provenait d'une opération d'infiltration menée à l'autre bout de la ville. N'est-ce pas? Une opération à laquelle vous n'étiez même pas rattaché. Nous avions été appelés en appui pour la surveillance, mentit Mercier avec un aplomb déconcertant. Lorsque l'opération a échoué et que le premier suspect s'est volatilisé, le signalement de l'argent a été diffusé à toutes les unités. Nous savions ce que nous devions chercher. Comment cet argent est-il passé de cette opération à la voiture de mon client? Mercier se pencha en avant, la voix plus basse. Parce que votre client, Monsieur Dubois, était le complice chargé de la fuite. Le suspect principal s'est échappé à pied et a remis l'argent à votre client qui l'attendait 2 rues plus loin. Nous l'avons simplement intercepté avant qu'il ne rejoigne sa planque. Un nouveau mensonge, tissé à l'instant même. Il venait de combler la dernière brèche dans son récit. Stéphane vit une jurée, une femme vêtue d'un chemisier fleuri, acquiescer. Elle le croyait. Maître Bernard était anéanti. Il n'avait aucune carte en main. Aucune ressource pour enquêter sur ce pseudo-informateur. Aucun moyen de contester la chronologie des événements. Il n'était qu'un avocat commis d'office avec 500 dossiers sur les bras, face à un inspecteur décoré et protégé par tout l'appareil judiciaire. Non, rien à ajouter, dit Bernard avant de se rasseoir. Le juge Moreau consulta la pendule. Il est 12h50. L'accusation a présenté tous ses éléments. L'audience est suspendue jusqu'à 14h pour les plaidoiries. Le jury va être accompagné. Tandis que les jurés quittaient la salle, Mercier se leva de son siège de témoin. Il s'étira longuement, comme pour mimer la fatigue d'une journée de labeur. Son regard croisa celui de Stéphane, dont le visage n'était qu'un masque de désespoir. Mercier passa près de la table de la défense, si près que Stéphane put sentir son parfum bon marché. Il se pencha légèrement, dissimulant sa bouche au regard du juge et du procureur. « Faudrait vous habituer à ce costume, Dubois », siffla Mercier d'une voix venimeuse. « C'est avec ça qu'on va vous mettre en terre. » Il ne prit même pas la peine de cacher son rictus en rejoignant Vidal près de la sortie. Vidal lui donna une tape sur l'épaule. Stéphane Dubois enfouit son visage dans ses mains. Il sentit une unique larme brûlante rouler sur sa joue. Il n'était pas seulement victime d'un complot. On l'humiliait. On le niait. Sa vérité ne comptait pas. Menotté, il fut escorté hors de la salle d'audience jusqu'à une petite cellule sans fenêtre, où il devait attendre le dénouement. Il s'assit sur le banc métallique glacial. Le silence de la cellule offrait un contraste saisissant avec les rires qui hantaient désormais son esprit. C'était la fin. À 13h58, un huissier de justice vint le chercher. Le bref trajet jusqu'à la salle 3B lui parut une éternité. Ses jambes étaient de plomb, son estomac noué par une angoisse insoutenable. Maître Bernard était déjà à sa place, la tête inclinée, comme s'il priait ou s'avouait vaincu. À 14h pile, le juge Moreau fit son entrée. L'audience est reprise. La salle se tut. On fit entrer le jury. Leurs visages étaient graves, leurs esprits semblaient déjà arrêtés. Maître Lefebvre,
dit le juge Moreau, vous avez la parole pour votre réquisitoire. David Lefebvre se leva, ajusta sa veste et s'avança au centre de la salle. Il se tourna vers le jury. Mesdames et messieurs, cette affaire est simple. C'est une affaire de choix. L'accusé, Stéphane Dubois, a choisi de masquer ses activités criminelles derrière une entreprise légale. Il a choisi de convoyer l'argent de la drogue pour le cartel des Varros. Et lorsqu'il a été pris, la main dans le sac, par deux des plus brillants inspecteurs de cette ville. Il trouvait son rythme, sa voix enflant d'une indignation savamment orchestrée, lorsqu'un bruit sourd retentit dans le couloir. Boum. 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 Des coups lourds, puissants, frappaient contre les portes de chêne. Ce n'était pas une demande, c'était une sommation. Lefebvre s'interrompit, contrarié. Le juge Moreau fronça les sourcils. Huissier, allez voir ce qui se passe. La cour est en séance. Le vieil huissier se dirigea vers les portes, en entr'ouvrit une, et fut immédiatement écarté. Les portes s'ouvrirent en grand dans un courant d'air spectaculaire, venant heurter les murs du prétoire. Un silence de mort s'installa. Dans l'encadrement de la porte se tenait une femme que Stéphane n'avait jamais vue. Grande, la quarantaine, les cheveux sombres noués en un chignon strict. Elle portait un tailleur gris foncé qui valait certainement plus que sa voiture. Sa posture était d'une rigueur militaire, une mallette de cuir à la main. Elle n'était pas seule. Deux hommes l'encadraient. Ce n'étaient pas des avocats. Grands, athlétiques, vêtus de costumes sombres impeccables, chemises blanches, cravates sombres. Ils respiraient l'autorité. Leurs yeux froids et calculateurs balayèrent la salle, jaugeant le juge, le procureur, le jury, pour s'arrêter un instant sur les inspecteurs Mercier et Vidal. Mercier, qui était avachi, les bras croisés, se redressa d'un coup. Quelle est la signification de ceci, tempêta le juge Moreau, le visage congestionné. Je vous fais tous arrêter pour outrage à la cour. Cette zone est interdite d'accès. La femme l'ignora. Elle s'avança de 3 pas lents et mesurés, le claquement de ses talons sur le marbre résonnant comme des détonations. Les deux hommes la suivirent, se postant près de la porte, la condamnant de fait. Votre honneur, la voix de la femme n'était pas forte, mais elle était d'une netteté chirurgicale. Claire, froide, et chargée d'une autorité qui éclipsait toutes les autres. Je me nomme Geneviève Reynaud, dit-elle en arrivant à la table de la défense. Elle y déposa sa mallette avec un bruit mat, je remplace le conseil de la défense pour l'accusé, monsieur Stéphane Dubois. Maître Bernard la dévisagea, bouche bée. Comment? Je. Qui êtes-vous? Et ces messieurs, poursuivit madame Reynaud en désignant ses accompagnateurs, sont l'agent Lucas Delma et l'agent Léo Fournier de la section de recherche de la gendarmerie nationale. La stupeur s'empara de la salle. Le jury eut un hoquet collectif. David Lefebvre recula d'un pas. Mais la réaction la plus frappante vint du public. Le visage de l'inspecteur Nicolas Mercier, jusqu'alors empreint de suffisance et de cruauté, devint livide. Le rictus avait laissé place à un masque de panique. Il chercha le regard de Vidal, dont le visage était couvert d'une sueur soudaine et abondante. Madame Reynaud, c'est cela, dit le juge Moreau, la voix soudain fluette. La procédure est tout à fait irrégulière. Le procès est clos. Nous en sommes aux plaidoiries. Vous ne pouvez pas, je le peux, et je le fais, votre honneur, rétorqua Reynaud. Elle ouvrit sa mallette, en sortit un unique et épais document. Je dépose une requête en urgence pour l'abandon de toutes les charges pesant sur monsieur Dubois, avec effet immédiat. Pour quel motif, bafouilla Lefebvre, reprenant ses esprits. C'est une farce. Pour motif, répondit Reynaud, sa voix se faisant presque un murmure mais emplissant la salle entière, d'une conspiration organisée sur plusieurs années par des membres de la police nationale de Blois dans le but de piéger, d'extorquer et de spolier les citoyens de cette ville. Une conspiration, maître Lefebvre, sur laquelle votre parquet a fermé les yeux. Elle se détourna du juge pour regarder fixement les deux inspecteurs. Une conspiration orchestrée par l'inspecteur Nicolas Mercier. Mercier bondit sur ses pieds. Elle est. C'est de la pure folie. Inspecteur Mercier, asseyez-vous et silence, ordonna l'agent Delma depuis le seuil. Sa voix était neutre, presque lasse, et absolument glaçante. Mercier obtempéra. Geneviève Reynaud se tourna à nouveau vers le juge. Votre honneur, la procédure à laquelle vous avez assisté n'est pas un procès.
C'est le dernier acte d'un coup monté. Et mon client, elle posa une main sur l'épaule de Stéphane Dubois, n'est pas un accusé. C'est une victime. Stéphane tremblait. Mais pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas de peur. C'était une vague d'espoir insensée et irrésistible. Et votre honneur, ajouta Reynaud en produisant un autre document, ceci n'est pas une simple requête. Les agents Delma et Fournier se mirent en marche, contournant les bancs du public, franchissant la barre et pénétrant dans l'espace réservé à la cour. Ceci, dit-elle en brandissant le document à l'intention du juge, est un mandat d'amener. Un mandat, répéta le juge Moreau, la voix à peine audible. Il suivait des yeux la progression des agents vers le public. Un mandat pourquoi? Pour l'arrestation immédiate, annonça l'agent Delma en s'immobilisant juste devant le troisième rang, de l'inspecteur Nicolas Mercier et de l'inspecteur Olivier Vidal. Le chaos éclata. Le public se leva en vociférant. Le jury était en émoi. Silence, hurlait Moreau, son marteau s'abattant sur son pupitre en vain. Silence. Je veux le silence dans mon tribunal. Lâchez-moi, cria Mercier alors que l'agent Delma lui empoignait le bras. Quels sont les chefs d'accusation? Vous n'avez pas le droit. Je suis policier. L'agent Fournier, le plus calme des deux, s'adressa à l'homme qui vivait dans l'ombre de Mercier. Inspecteur Vidal, levez-vous et mettez les mains dans le dos. Vous êtes en état d'arrestation. Vidal, tremblant de tous ses membres, n'opposa aucune résistance. Il se leva, tel un automate, les yeux exorbités de terreur, et se laissa menotter par l'agent Fournier. Mercier, lui, se débattit, le visage pourpre de fureur. C'est un complot. Lefebvre, dites-leur. Dites-leur qu'on tient le coupable. David Lefebvre était pétrifié, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'un son en sorte. Il venait de perdre le contrôle de son affaire, de son tribunal, et de sa carrière, en l'espace de 30 secondes. Les chefs d'accusation, votre honneur, reprit Geneviève Reynaud au milieu du tumulte, la voix toujours parfaitement maîtrisée. L'inspecteur Mercier et l'inspecteur Vidal sont visés par un acte d'accusation de 28 chefs. Parmi lesquels, escroquerie, falsification de preuves, association de malfaiteurs en vue de commettre un trafic de stupéfiants, et racket en bande organisée. Elle laissa le dernier mot résonner. Racket. La charge la plus lourde du code pénal. Ces 18 derniers mois, déclara Reynaud à une audience abasourdie, le ministère de la Justice a mené une enquête d'infiltration au sein du commissariat de Blois. Nous avons mis au jour une organisation criminelle, dirigée par ces deux inspecteurs, qui abusait de son autorité pour pratiquer l'extorsion et la saisie illégale de biens auprès des petits commerçants. Son regard se posa sur le jury. Ces inspecteurs n'ont pas simplement découvert de l'argent de la drogue. Ils étaient l'argent de la drogue. Ils étaient de mèche avec le cartel des Varros, les criminels qu'ils prétendaient combattre. Ils saisissaient la drogue d'un trafiquant pour la revendre à un autre. Ils saisissaient de l'argent liquide, comme les 50 000 € de cette affaire, pour le blanchir via un réseau de sociétés écrans. Mais monsieur Dubois, murmura maître Bernard, le visage exsangue. Pourquoi lui? Reynaud se tourna vers Stéphane. Parce que monsieur Dubois était irréprochable, et c'était bien là le problème. Les caisses du fonds de saisie du commissariat étaient vides. L'inspecteur Mercier convoitait une nouvelle voiture. L'inspecteur Vidal devait éponger des dettes de jeu. Ils ont donc jeté leur dévolu sur le garage de Stéphane Dubois, une entreprise saine et sans dette, qu'ils comptaient saisir et revendre aux enchères après sa condamnation. Elle pointa un doigt accusateur vers Mercier, maintenant maîtrisé par une prise de l'agent Delma. Il ne cherchait pas à arrêter un trafiquant. Il cherchait à voler un garage. Stéphane sentit ses poumons se vider. Tout s'éclairait. La plantation grossière des preuves, leur arrogance. Ils n'avaient pas eu besoin d'être méticuleux. Qui était-il face à eux? Un mécanicien noir assisté d'un commis d'office. Il n'était qu'un moyen de s'enrichir. Un tremplin pour une nouvelle voiture. C'est faux, suffoqua Mercier, les yeux exorbités. Les preuves. On a trouvé l'argent. C'est exact, confirma Reynaud. Et maintenant, votre honneur, j'aimerais produire le reste des preuves. Des preuves que maître Lefebvre et le parquet auraient découvertes s'ils s'en étaient donné la peine. Elle se tourna vers l'agent Fournier. Agent Fournier. Celui-ci fit signe à l'huissier. Baissez l'éclairage et lancez la pièce à. Un écran de projection descendit du plafond, un haut-parleur crachota, et le prétoire,
silencieux comme une crypte, fut envahi par la voix de Nicolas Mercier. La voix qui s'éleva n'était pas celle, assurée et héroïque, du témoin. Elle était nasillarde, déformée par les parasites. Le son d'un enregistrement clandestin. Voix de Mercier, je te jure, c'est le plan parfait. Le mec, c'est un moins que rien. Un petit garagiste. Casier vierge. Il aura un commis d'office qui pliera l'affaire en 5 minutes. Voix de Vidal, assourdi, je sais pas, Nico. Ça me semble cramé. Utilisez le pognon des Varros. On peut le tracer. Voix de Mercier, mais c'est le but, crétin. On utilise les billets marqués. Ça blinde le dossier. On dira qu'il était le chauffeur. Lefebvre va marcher. Le juge va marcher. Et le jury le condamnera. Avant Noël, on vend son matos aux enchères. J'ai déjà un client pour les ponts élévateurs. Stéphane eut la nausée. Il regarda les jurés. Leurs visages étaient des masques d'horreur et d'indignation. La femme au chemisier fleuri pleurait. C'est suffisant, dit Reynaud. L'enregistrement cessa. Cette conversation a été enregistrée par l'inspecteur Vidal 3 jours avant l'arrestation. Il semblerait que l'inspecteur Vidal, elle jeta un regard à l'homme menotté et transpirant, ait eu la présence d'esprit de comprendre que son partenaire jouait avec le feu, et qu'il ait commencé à porter un micro pour négocier sa peine le jour où tout s'effondrerait. En entendant cela, Mercier explosa. La certitude que son propre partenaire l'avait trahi, l'avait enregistré pendant des mois, fit voler en éclats sa dernière parcelle de sang-froid. Ordure, hurla-t-il en se jetant en avant de toutes ses forces. Il échappa à la prise de Delma et se rua, non pas sur les agents, non pas sur Reynaud, mais sur Vidal. T'es mort. Tu nous as coulés. Je vais te buter. Les mains menottées de Mercier griffèrent le visage de Vidal. Ce dernier poussa un cri alors qu'il basculait par-dessus un banc. Les agents Delma et Fournier furent sur eux en une fraction de seconde, matraque en main. Tirez-le de là, supplia Vidal. La scène était pathétique, sordide. Les 2 inspecteurs modèles, grognant et se roulant par terre dans le tribunal qu'ils avaient souillé. Huissier, maîtrisez-le, cria le juge Moreau, blême. Il fallut les 2 agents et 2 huissiers pour séparer les 2 hommes et plaquer Mercier au sol. Son costume était déchiré, son visage ensanglanté par les griffures de Vidal. Mais ses yeux étaient le plus effrayant. Vides de toute ironie, de toute arrogance. C'étaient les yeux d'une bête traquée, emplis d'une haine pure. Voilà, lança Geneviève Reynaud, sa voix dominant les grognements et les cris, ce que cette ville nomme la bravoure. Elle laissa l'image s'imprimer dans l'esprit des jurés. Et maintenant, pièce à conviction B, le projecteur se ralluma. Une vidéo, cette fois. L'image était granuleuse, en noir et blanc, horodatée de la nuit suivant l'arrestation de Stéphane. Une caméra de surveillance, face à un bistrot. On y voyait Mercier et Vidal, dans les mêmes tenues, descendant de leur voiture. Ils riaient, franchement, se donnant de grandes tapes dans le dos. Une berline noire s'arrêta à leur hauteur. Un homme en sortit. Peut-on agrandir l'image, agent Fournier, demanda Reynaud. L'image se précisa. L'homme était une figure connue du milieu judiciaire de Blois. C'était Georges Masson, le chef présumé du cartel des Varros dans la région. L'homme sur lequel Mercier prétendait enquêter. La vidéo, muette mais accablante, montrait Masson remettant une épaisse enveloppe à Nicolas Mercier. Mercier la prit, y jeta un œil et sourit. Il donna une tape amicale sur l'épaule de Masson. Ce dernier remonta en voiture et disparut. Mercier et Vidal entrèrent dans le bistrot. Ceci, expliqua Reynaud, était leur prime pour avoir mis hors jeu Monsieur Dubois, un concurrent que Masson jugeait trop entreprenant sur son territoire, bien que Monsieur Dubois n'ait jamais eu de telles activités. Elle fit une pause. Ils n'ont pas seulement piégé Monsieur Dubois pour s'offrir une voiture neuve. Ils l'ont fait pour l'argent, et pour rendre service à un baron de la drogue. Le silence dans la salle était total. Seul le souffle rauque de Mercier, toujours maintenu au sol, le brisait. Le rire s'était définitivement éteint. Les poursuites contre mon client sont abandonnées, votre honneur, déclara Reynaud. Ce n'était pas une question. Le juge Moreau, qui semblait avoir pris 20 ans en 1 heure, acquiesça machinalement. Oui. Oui, évidemment. Toutes les charges. Abandonnées. Monsieur Dubois, vous êtes libre de partir. Stéphane ne réagit pas. Il ne le pouvait pas.
Il se contentait de regarder l'agent Delma qui remettait sur pied un Nicolas Mercier en larmes, au bord de l'asphyxie. Mais Mercier avait encore une carte à jouer. Un ultime geste de dépit. Le prétoire était un tableau de désolation figé. La rixe avait été brève, pathétique et d'une laideur brutale. L'agent Delma et les huissiers avaient arraché Mercier à son ancien complice, le maintenant face contre le marbre froid. Le costume bon marché de Mercier était déchiré à l'épaule. Une longue estafilade sanglante, œuvre des ongles de Vidal, barrait sa joue, et il haletait en sanglots convulsifs. La haine animale qui l'avait animé s'était muée en un désespoir tremblant et larmoyant. Vidal était prostré contre un banc, les mains menottées, le corps secoué de spasmes si violents que ses dents s'entrechoquaient. Il répétait en boucle, « Pardon. Pardon. Pardon, à personne en particulier. » Le jury, horrifié, se serrait les uns contre les autres comme pour se protéger. David Lefebvre semblait sur le point de défaillir. Le juge Moreau, le visage marbré de teintes violacées et blafardes, abattait son marteau d'un geste frénétique et mal assuré. « Silence, je veux le silence. Huissier, évacuez cet homme de mon tribunal. Évacuez-les tous les deux, sur le champ. » L'agent Delma releva Mercier, dont les jambes flageolaient. Il était presque inerte. L'agent Fournier aida Vidal à se relever, et les deux agents commencèrent à entraîner les inspecteurs déchus vers la sortie de service, celle menant aux cellules. C'était terminé. Stéphane observait, le cœur battant à un rythme étrange et puissant. Les monstres étaient mis au fer. Il avait triomphé. Mais alors que l'agent Delma le poussait vers la sortie, la tête de Nicolas Mercier pivota. Ses yeux hagards, injectés de sang et noyés de larmes de rage, parcoururent la salle. Il cherchait une dernière prise, un dernier pilier à faire s'effondrer avec lui. Et il le trouva. Son regard se verrouilla sur l'estrade, sur le juge Pierre Moreau. Une nouvelle forme d'énergie l'envahit. Non pas la force, mais la pure méchanceté. « Vous » hurla Mercier, sa voix se brisant dans une note aiguë et terrifiante. Il tenta de résister à la poussée de Delma. « Vous n'allez pas permettre ça, n'est-ce pas ?» Le juge Moreau se figea, le marteau toujours en main. « Cela suffit, inspecteur. Vous êtes en état d'outrage. »« Moi, en état d'outrage ?» Mercier éclata d'un rire hystérique et strident. Un son grotesque, écho déformé du ricanement suffisant qu'il avait infligé à Stéphane. C'était le son d'une âme en train de se désintégrer. « Vous parlez d'outrage ? Parlez-lui de ses week-ends à la pêche. » La salle, qui commençait à peine à respirer, retint son souffle. Tout le monde, des jurés aux journalistes agglutinés à la porte, se figea. L'agent Delma, qui poussait Mercier, s'arrêta. Il ne se retourna pas. Il se contenta de maintenir Mercier, et d'écouter. « Vieille ordure. C'est votre faute, » cria Mercier, se débattant. « Vous m'avez dit de faire le ménage au commissariat. De remettre les comptes à flot. » « Mensonge, » rugit Moreau, la voix chevrotante. « Ce sont des calomnies. Vous avez perdu la raison. » « Huissier. » « Vraiment » s'emporta Mercier, les mots se bousculant dans une confession furieuse. « Demandez-lui comment il s'est payé un yacht de 12 mètres avec un salaire de magistrat. Demandez-lui de parler des séjours dans un paradis fiscal aux Caraïbes. Qui signait nos autorisations de saisie, à votre avis ? Qui accélérait nos mandats et validait les yeux fermés nos rapports d'informateurs ? Qui nous couvrait auprès du parquet à chaque fois qu'une affaire dérapait ? Il le pointait du doigt, ses mains menottées tendant vers lui. C'était lui. Lui. Il était complice de tout. Vous croyez qu'on aurait tenu des années sans un juge dans notre poche ? Il. Vous êtes. Moreau était debout, le visage livide, pointant à son tour un doigt accusateur. Vous êtes fini. Vous ne. Il bredouillait, incapable de trouver ses mots. Son autorité, sa robe, sa fonction. Tout se dissolvait face à la vérité venimeuse et désespérée de Mercier. Dans ce silence oppressant, la voix de Geneviève Reynaud s'éleva, froide et calme. « En êtes-vous certain, votre honneur ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle n'avait pas rangé ses affaires. Elle se tenait près de la table de la défense, observatrice, son expression d'une froideur clinique. Elle avait attendu ce moment. Elle avait anticipé ce sursaut de désespoir narcissique de Mercier, comptant sur lui pour tenter d'entraîner son supérieur dans sa chute.
Elle détourna son regard du juge pour le poser sur l'agent Delma. Elle lui adressa un unique et quasi imperceptible hochement de tête. « Agent Delma, dit-elle, sa voix résonnant dans le silence de mort. Je crois qu'il en reste un. » Delma lâcha Mercier, le confiant à un huissier stupéfait. Il fit volte-face. Il ne regarda pas le juge. Il regarda son partenaire, l'agent Fournier. Ce dernier laissa Vidal s'effondrer contre le mur, un homme brisé, en larmes. Les deux gendarmes, leurs costumes sombres tranchant avec le chaos ambiant, se mirent en mouvement. Ils longèrent les bancs du public, franchirent la barre. Leur progression était lente, mesurée, d'une terrifiante inéluctabilité. L'agent Fournier se posta au pied de l'estrade, les mains dans le dos, telle une sentinelle silencieuse. L'agent Delma, le visage impassible, gravit les 3 marches menant à la chaire du juge. Il se trouvait désormais au même niveau que lui. Il plongea la main dans sa veste et en sortit un 3e document plié. Il le déposa délicatement sur le bois verni, juste à côté des notes éparses et désormais inutiles de Moreau. « Juge Pierre Moreau, » déclara l'agent Delma d'une voix neutre. « Vous êtes en état d'arrestation. » Le marteau, que Moreau tenait toujours, lui échappa. Il tomba sur le bureau puis roula sur le sol avec un bruit mat. « Non, » murmura Moreau. Ce fut sa seule réaction. « Non, je suis juge. Je suis. »« Vous êtes un criminel, » affirma Geneviève Reynaud depuis le parquet. « Et votre château de cartes, bâti sur le dos d'hommes comme Stéphane Dubois, vient de s'effondrer. » Les yeux de Moreau, écarquillés de terreur, se posèrent sur l'écran de projection, comme s'il pressentait la suite. Il avait raison. Agent Fournier, ordonna Reynaud, pièce à conviction C. L'écran, jusqu'alors noir, s'illumina. Pas d'enregistrement audio cette fois, mais une série de photographies en haute définition. La première montrait un superbe yacht blanc fendant des eaux turquoises. Le nom, Status Pro, était peint en lettres dorées sur la coque. Sur le pont, une coupe de champagne à la main, un juge Pierre Moreau souriant et hâlé. La deuxième photo avait été prise lors d'un tournoi de golf dans un paradis fiscal aux Caraïbes. Le juge Moreau, vêtu d'un polo rouge vif, passait le bras autour des épaules d'un autre homme. Un homme que Stéphane ne connaissait pas, mais dont la vue arracha à David Lefebvre un hoquet de surprise. C'était Georges Masson, le chef présumé du cartel des Varros. Les 3 images suivantes n'étaient pas des photos, mais des relevés bancaires. Ils attestaient d'une série de virements émis par une société écran, Belair Holdings LLC, le même nom que sur le rapport d'arrestation de Stéphane vers un compte offshore. Un compte au nom de Pierre Moreau. « Nous enquêtons sur vous depuis 2 ans, monsieur le juge, » dit posément l'agent Fournier, sa voix portant jusqu'à l'estrade. Mercier et Vidal n'étaient que des exécutants. Les bras. Vous étiez le cerveau financier. Vous n'avez pas seulement fermé les yeux, votre honneur, ajouta Geneviève Reynaud, sa voix acérée. Vous avez fourni la caution judiciaire qui a rendu leur système d'extorsion possible. Vous avez signé leur mandat frauduleux. Vous avez rejeté les recours. Vous avez étouffé des preuves. Et en contrepartie, elle marqua une pause, laissant la dernière révélation, la plus accablante, faire son effet. Vous perceviez 20% de chaque euro blanchi et de chaque bien saisi. Moreau s'affaissa dans son fauteuil. Il ne dit rien. Il fixait la photo de lui sur son yacht, un homme libre et puissant, le visage désormais ravagé par la ruine. L'agent Delma, avec une efficacité presque douce, contourna le fauteuil. « Monsieur, veuillez vous lever. Faisons cela dans la dignité. » Moreau n'avait plus de dignité. Il n'était qu'une coquille vide. Il se leva, sa robe de juge n'étant plus qu'un déguisement grotesque. L'agent Delma lui saisit délicatement les bras et lui passa les menottes. Le cliquetis métallique des serrures fut le seul bruit à rompre le silence. Un juge, sur sa propre estrade, en état d'arrestation. David Lefebvre, dernier rescapé du naufrage de l'accusation, retrouva enfin l'usage de la parole. Sa voix était faible, instable. « Vous saviez ?» bégaya-t-il en direction de Geneviève Reynaud. Son visage était couvert de sueur. « Vous saviez tout. Vous saviez pour Moreau. Vous avez laissé ce procès se poursuivre. Vous avez utilisé ce procès. Vous m'avez utilisé. » Geneviève Reynaud, qui avait assisté à l'arrestation de Moreau avec une froide satisfaction, tourna lentement son regard glacial vers le procureur. « C'est exact, maître. » Elle s'approcha de lui,
et il recula d'un pas, je les laissais se poursuivre car je les voulais tous réunis dans cette pièce, dit-elle, sa voix un murmure bas et tranchant. Je voulais voir si l'inspecteur Mercier aurait l'arrogance de se parjurer à la barre, sous serment, alors qu'il avait été enregistré. Il l'a eu. Je voulais voir si le juge Moreau aurait l'audace de présider un procès truqué dont il était le bénéficiaire, en acceptant des preuves fabriquées dans sa propre cour. Il l'a eu. Elle fit un pas de plus, et Lefebvre se retrouva acculé à sa table. Et je voulais voir si vous, dit-elle, sa voix chargée de mépris, seriez à ce point aveuglé par vos statistiques, à ce point dénué de toute curiosité professionnelle, que vous accuseriez un innocent sur la foi de 2 policiers que vous saviez corrompus. Je ne savais pas, protesta Lefebvre, la voix à peine audible. Vous ne vouliez pas savoir, le corrigea Reynaud, chaque mot une gifle. Vous n'avez pas questionné une chronologie invraisemblable. Vous n'avez pas enquêté sur un informateur qui n'existait pas. Vous n'avez même pas mené une simple vérification financière sur vos propres témoins clés. Vous avez vu une condamnation facile, un homme noir avec un commis d'office, et vous vous en êtes réjoui d'avance. Le barreau de Blois sera très intéressé par vos méthodes. Le cas de Monsieur Dubois n'est qu'une des 47 condamnations que nous allons faire annuler au niveau fédéral. Elle lui tourna le dos, un geste de renvoi définitif. Elle s'approcha de Stéphane Dubois. Il était toujours assis, hébété, à la table de la défense. Maître Bernard, son avocat, s'était volatilisé. Stéphane, dit-elle, sa voix s'adoucissant pour la première fois. Je m'appelle Geneviève Reynaud. Je vous prie de m'excuser pour cette mise en scène. C'était le seul moyen de garantir que l'affaire soit close définitivement. Stéphane leva les yeux. Il vit Mercier, une épave sanglotante, traîner hors de la salle. Il vit Vidal, emmené comme une ombre. Et il vit le juge Pierre Moreau, un vieil homme menotté et brisé, escorté hors de sa propre estrade par un gendarme. Le rire s'était tu. Les rictus avaient disparu. Le pouvoir, l'arrogance, le mépris. Tout s'était évanoui. Stéphane Dubois se leva, les jambes flageolantes, et pour la première fois depuis un an, il eut l'impression de pouvoir respirer. Dès l'instant où le juge Moreau fut escorté hors de sa propre estrade, menotté et anéanti, le barrage de silence horrifié de la salle d'audience se rompit. La pièce n'explosa pas, elle déflagra. Les journalistes, contenus dans le couloir sur une information du bureau de Reynaud, déferlèrent, les flashs de leurs appareils crépitant sans relâche, transformant la scène en une succession d'images aveuglantes et fragmentées. Monsieur Dubois, quelle est votre réaction, Madame Reynaud, le commissariat de Blois est-il entièrement corrompu, agent Delma, une enquête vise-t-elle le parquet? Stéphane restait immobile, les mains toujours crispées sur le bois verni de la table de la défense. C'était terminé, mais son corps ne l'avait pas encore assimilé. Ses muscles demeuraient tendus, prêts à encaisser le prochain coup. Les sons lui parvenaient assourdis, comme s'il était sous l'eau, un tumulte de questions, les sanglots d'une femme dans le public, le crépitement d'une centaine d'obturateurs. Une main, ferme et fraîche, se posa sur son bras. Stéphane. Il se retourna. Geneviève Reynaud le regardait, son expression habituellement sévère adoucie par une émotion nouvelle, l'empathie. C'est fini. Rentrons à la maison. Maison. Le mot eut du mal à trouver un écho en lui. Il acquiesça, comme un somnambule. Elle posa une main dans son dos, une pression rassurante qui le tira de sa torpeur et l'éloigna de la table. Il avançait tel un automate, les jambes raides. Il passa devant David Lefebvre, seul, pâle et tremblant, sa carrière en cendres. Lefebvre n'osa pas même croiser son regard. Reynaud le guida à travers la cohue, qui s'ouvrait sur son passage comme la mer devant Moïse. Elle n'imposait rien, sa seule présence suffisait à tracer un chemin. Elle s'arrêta sur le perron du palais de justice, au cœur de la tempête médiatique. Stéphane plissa les yeux, la lumière de fin d'après-midi lui paraissant agressive et nouvelle. Aujourd'hui, la voix de Geneviève Reynaud s'éleva, tranchante et limpide, dominant le chaos, la justice n'a pas été rendue. Elle a été arrachée. Stéphane se tenait à ses côtés, clignant des yeux, écoutant sa propre histoire racontée par une autre, mais enfin présentée comme la vérité. Pendant un an, poursuivit Reynaud, la voix chargée d'une fureur froide et maîtrisée, Stéphane Dubois, un homme innocent, un membre respecté de sa communauté, a été la proie d'un système corrompu. Les hommes qui riaient de lui dans ce tribunal aujourd'hui, les inspecteurs Mercier et Vidal, n'étaient pas des serviteurs de la République.
C'étaient des criminels en uniforme. Le juge qui a instruit son procès, Pierre Moreau, n'était pas un garant de la loi. Il était leur complice. Elle fut implacable. Elle cita chaque nom. Elle exposa l'ampleur du réseau de raquettes. Elle annonça que le ministère de la Justice réexaminait l'intégralité des condamnations obtenues par Nicolas Mercier au cours de sa carrière. Le calvaire de Monsieur Dubois est terminé, conclut-elle. Mais le travail pour restaurer la confiance des citoyens de cette ville ne fait que commencer. Quant à mon client, il aspire à retrouver sa famille. Il ne fera aucun autre commentaire. Sur ces mots, elle le guida le long des marches, suivi par une forêt de microphones jusqu'à une voiture de luxe noire qui les attendait. Un agent leur ouvrit la portière. Stéphane s'y engouffra. L'odeur du cuir neuf et de l'encaustique contrastait violemment avec le relent aigre et métallique de sa cellule. La lourde portière se referma dans un bruit sourd, et le vacarme du monde s'estompa soudain, se réduisant à un bourdonnement lointain et bienvenu. La voiture s'éloigna. Stéphane regarda le palais de justice, le théâtre de ses souffrances, rapetissé dans le rétroviseur jusqu'à disparaître. Le silence régna dans l'habitacle pendant plusieurs longues minutes. Stéphane observait la ville défiler. Il voyait des passants, des gens consultant leur téléphone, d'autres se disputant une place de stationnement, menant leur existence. Un monde dont il avait été banni. Un monde qu'il réintégrait à présent. Un revenant parmi les vivants. Vous tremblez, remarqua doucement Renaud. Stéphane regarda ses mains. Elle avait raison. Elles étaient agitées d'un frémissement léger et incontrôlable. Je crois que j'attends encore, murmura-t-il. Quoi donc? La suite. Qu'on nous arrête à nouveau. Qu'on nous dise que c'était une erreur. Il n'y a pas d'erreur, Stéphane, affirma Renaud. C'est terminé. Mercier et Vidal sont sous les verrous. Ils ne sortiront pas de sitôt. Moreau est avec eux. Le dossier est irréfutable. C'est terminé. Il appuya sa tête contre le cuir souple et ferma les yeux, laissant ce mot, terminé, l'imprégner. La voiture s'arrêta devant sa maison de campagne, celle qu'il avait failli perdre. Le gazon n'avait pas été tondu. Une petite pancarte, à vendre, plantée par la banque plusieurs semaines auparavant, se dressait encore là, de guingois, comme une insulte. Il sortit de la voiture, les jambes lourdes comme du béton. Il resta un instant sur le trottoir à contempler sa porte d'entrée. Soudain, elle s'ouvrit à la volée. Sa fille, Manon Dubois, qui aurait dû être à l'université, sans doute prévenue par Renaud, se précipita dehors. Elle ne pleurait pas. Elle hurlait, un cri primal, un mélange de douleur et de soulagement. Papa, papa. Elle se jeta dans ses bras, le percutant avec une telle force qu'il en eut le souffle coupé. Ce choc fut celui qui fit céder sa dernière digue. Les bras de Stéphane Dubois se refermèrent sur sa fille, et il la serra comme si elle était son seul ancrage à la réalité. Lui qui n'avait pas versé une larme lors de son arrestation, ni de sa mise en examen, ni même lorsque Mercier lui avait susurré ses menaces, il enfouit son visage dans la chevelure de sa fille et pleura. Il pleura cette année volée. Il pleura la terreur, l'humiliation, l'angoisse glaciale qui avait été sa seule compagne des mois durant. Il pleura ces rires qu'il ne pouvait fuir. Et il pleura le soulagement simple, vertigineux, presque irréel, d'être enfin libre. Il n'était plus un prévenu. Il n'était plus un détenu. Il était seulement un père, sur le seuil de sa maison, tenant son enfant dans ses bras. Le karma, lorsqu'il frappa, fut aussi fulgurant qu'absolu. La justice ne se contenta pas de rétablir l'équilibre, elle le fit avec fracas. L'inspecteur Nicolas Mercier se retrouva face à un juge d'instruction, et non un complice. Son arrogance, privée de l'uniforme, se révéla n'être qu'une lâcheté pitoyable et géniarde. Accablé par 28 chefs d'accusation, des preuves vidéo et audio irréfutables, et le témoignage de son propre partenaire, il plaida coupable. Il fut condamné à 35 ans de réclusion dans un quartier de haute sécurité. Il perdit son insigne, sa retraite, sa famille et son pouvoir. Dans la hiérarchie carcérale, rigide et violente, il devint ce qu'il avait fait de Stéphane, un moins que rien. Son rire cruel devint un passif, une leçon qu'il apprit à ses dépens. Le silence de sa cellule fut la chute assourdissante et définitive de son histoire. L'inspecteur Olivier Vidal, pour sa coopération de dernière minute, écopa d'une peine allégée, 15 ans. Il fut placé à l'isolement dans une autre prison.
Sa récompense pour avoir trahi son partenaire fut une cellule de 6 mètres carrés, 23 heures sur 24, sans aucun contact humain. Il était à l'abri de la vengeance de Mercier et du cartel des Varros, mais il n'était qu'un mort en sursis, enseveli vivant dans un tombeau de béton, hanté par le souvenir de ce rire qu'il n'aurait jamais dû partager. Le juge Pierre Moreau connut la chute la plus spectaculaire. Son déshonneur fut public. Il fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Les images de son arrestation sur sa propre estrade tournèrent en boucle pendant des mois. Condamné à 25 ans. Son nom fut buriné de la plaque commémorative du palais de justice. Chaque jugement qu'il avait rendu au cours des 5 dernières années fut automatiquement susceptible d'appel. Son héritage ne fut pas seulement terni, il fut anéanti. Il mourut d'une crise cardiaque 2 ans après son incarcération. Seul, dans une unité médicale pénitentiaire, une note de bas de page oubliée de l'histoire. Quant à Stéphane Dubois, sa victoire fut totale. Conseillé par Geneviève Reynaud, qui avait pris son dossier pro bono via un fonds de lanceurs d'alerte du ministère de la Justice, il déposa une plainte pour violation de ses droits fondamentaux contre la ville de Blois, réclamant 50 millions d'euros. La ville, face à un procès perdu d'avance et à une publicité désastreuse, négocia un accord à l'amiable d'un montant record de 18,5 millions d'euros. Mais pour Stéphane, l'argent n'était pas la victoire. C'était un moyen. 1 an plus tard, sur la même route de Chinon, Geneviève Reynaud gara sa voiture devant un bâtiment neuf. Il se dressait à l'emplacement d'un ancien entrepôt désaffecté. La nouvelle construction, faite de briques et de verre, arborait une enseigne aux lettres sobres et claires, atelier de restauration et académie des jeunes de Dubois. Elle entra. Le lieu était vaste, impeccable, baigné de lumière. Un garage automobile ultramoderne, équipé de 6 ponts élévateurs, de servantes d'atelier rutilantes, et imprégné d'une odeur de peinture fraîche et d'huile propre. Il était également rempli d'adolescents, tous vêtus de la même salopette bleue, affairés autour d'un bloc moteur. Au milieu d'eux, les mains dans le cambouis, se tenait Stéphane. Il avait changé. Il était plus mince qu'au procès, mais sa posture était plus droite. La peur avait quitté son regard, remplacé par une intensité calme et patiente. Il aperçut Reynaud et lui adressa un large et franc sourire. Il s'essuya les mains sur un chiffon et s'approcha. « Madame Reynaud, dit-il d'une voix chaleureuse. « Monsieur Dubois, répondit-elle en souriant. Vous n'avez pas chômé, à ce que je vois. Il le faut bien, dit-il en désignant l'atelier. Ces jeunes sont de bons jeunes. Ils ont juste besoin d'un lieu, d'un but, de quelque chose à construire. Vous auriez pu partir, Stéphane. Prendre l'argent et vous installer sur une île. C'est ce que j'aurais fait. Stéphane eut un rire. Un rire authentique et libéré qui se propagea dans le vaste espace. Et les laisser gagner? Jamais. Ils ont voulu me définir. Ils ont voulu me briser, salir mon nom, détruire l'œuvre de ma vie. Il saisit une clé à molette, en sentit le poids solide et équilibré. La seule vraie victoire, ce n'est pas de les voir tomber. Ça, c'est leur jeu. C'est le revers de la médaille. C'est la fin de leur histoire. Il se retourna vers le groupe d'apprentis qui s'attelaient à remonter le moteur. Ceci. C'est le début de la mienne. Eux, ils détruisent. Moi, il se tourna à nouveau vers Geneviève, le regard clair et déterminé, je construis. C'est ça, la vraie justice.